Comment prenait-on un château fort au Moyen Âge? Au cinéma, quelques échelles suffisent souvent pour franchir les remparts. Dans la réalité, ce genre d'assaut tournait généralement au carnage. Et pourtant, des centaines de châteaux ont bien été conquis au fil des siècles. Alors, quel était donc au Moyen Âge le fameux secret pour faire tomber un château fort? Une pratique ancienne. Commençons par replacer les choses dans leur contexte, car le siège n'est pas une invention médiévale, et pour cause, les hommes assiègent sans doute des villes depuis qu'il existe des villes à assiéger, et les traces de cette pratique remontent étonnamment loin dans le temps. En Égypte, des reliefs datant de l'Ancien Empire montrent déjà des opérations de siège contre des fortifications ennemies. Plus tard, au début du deuxième millénaire avant notre ère, certaines représentations figurent même des tours de siège montées sur roues. Nous parlons donc d'un art de la guerre vieux de plus de 4000 ans. L'un des tout premiers sièges bien documentés de l'histoire nous offre déjà un modèle complet de ce que sera cette forme de guerre pendant des millénaires. Il y a environ 3500 ans, le pharaon Thoutmôsis III affronte une coalition ennemie près de la ville de Megiddo et remporte la bataille en rase campagne. Ses adversaires se replient alors derrière les murs de la ville, et le pharaon, plutôt que de lancer un assaut, choisit simplement de s'installer devant et d'attendre. Le blocus dure environ 7 mois, au terme desquels les habitants acceptent de se rendre et de jurer fidélité au vainqueur en échange de la vie sauve. Quelques richesses changent de main, puis chacun reprend le cours de son existence. Retenez bien ce schéma car il va se répéter très souvent à travers l'histoire. Une armée encercle une place, elle attend et tout finit par se régler autour d'un accord. Au cœur du Moyen Âge, comme nous allons le voir, ce sera encore la norme. Entre-temps, les armes et les fortifications n'ont cessé de progresser, attaquants et défenseurs répondant tour à tour aux innovations de l'autre. Cette longue course technique aboutit à la construction la plus emblématique de l'époque médiévale, le château fort. Pourquoi tant de châteaux? En Europe, la grande époque des châteaux s'étend environ du XIe au XVe siècle, et un homme a beaucoup contribué à leur multiplication, Guillaume le Conquérant. Après sa victoire en Angleterre en 1066, il lance un immense programme de construction qui couvre le territoire conquis de forteresses. Ce choix n'a rien d'un caprice, car un château permet de tenir toute une région avec très peu d'hommes, et c'est en grande partie grâce à ce réseau de places fortes que Guillaume et ses successeurs gardent le contrôle du pays pendant des générations. Mais pour comprendre les sièges, il faut d'abord comprendre à quoi servait vraiment un château. Avant d'être une machine à résister aux attaques, un château est une menace visible, une démonstration de force permanente plantée dans le paysage. Son premier rôle n'est pas de soutenir un siège, mais d'en décourager l'idée même, car si personne n'ose vous attaquer, eh bien vous avez déjà gagné sans avoir tiré une seule flèche. Et cette dissuasion fonctionnait remarquablement bien. Une étude archéologique menée en Belgique a examiné environ 150 mottes castrales, c'est-à-dire des châteaux primitifs constitués d'une simple butte de terre surmontée d'une tour et d'une palissade. Sur ces 150 sites, 5 seulement ont été pris d'assaut de manière certaine. Beaucoup n'ont sans doute jamais été attaqués du tout, mais c'est précisément là tout l'intérêt de la démonstration. Leur simple existence suffisait à tenir les agresseurs à distance. D'autres exemples montrent ce qui arrivait quand on s'y risquait malgré tout. En 1401, le château de Conwy, au pays de Galles, subit l'attaque de forces galloises et françaises réunies alors qu'il n'est défendu que par quelques dizaines d'hommes. Ces quelques dizaines de soldats infligent pourtant plusieurs centaines de pertes aux assaillants et le siège échoue. Les spécialistes estiment qu'il fallait en général un rapport d'au moins 10 attaquants pour un défenseur afin d'espérer prendre un château. Et encore, ne s'agissait-il que d'un minimum, puisqu'on connaît des cas où 50 hommes contre un n'ont pas suffi. Ce déséquilibre avait une conséquence économique considérable. Attaquer coûtait infiniment plus cher que défendre. L'assaillant devait en effet nourrir, payer, équiper et soigner une armée entière campée pendant des semaines ou des mois en territoire hostile, tandis que le défenseur, lui, restait à l'abri derrière ses murs, au milieu de ses réserves. C'est pour cette raison que tant de seigneurs faisaient construire des châteaux malgré un coût de construction énorme, qui en ruinait d'ailleurs certains. Posséder une forteresse solide changeait aussi les rapports politiques, car un vassal bien fortifié pouvait se permettre une certaine insubordination envers son suzerain.
Le punir serait revenu trop cher. Et même en cas d'attaque, le défenseur pouvait espérer épuiser financièrement son adversaire en faisant durer le siège. L'histoire a retenu plusieurs grands seigneurs tombés en disgrâce pour s'être épuisés dans des campagnes de ce genre, trop ambitieuses pour leurs moyens. 3 façons de gagner côté assiégé. Mettons-nous maintenant à la place des défenseurs, enfermés dans leur château, tandis qu'une armée campe devant leurs murs. À travers toute l'histoire, il a existé 3 grandes manières de sortir vainqueur d'une telle situation. La première consistait à ouvrir les portes pour affronter l'ennemi en bataille rangée. Cette option était rarement choisie, pour une raison toute simple. Une armée qui ose entreprendre un siège est presque toujours plus nombreuse et mieux équipée que la garnison qu'elle vient attaquer. Sortir l'affronter en terrain découvert revenait souvent à renoncer à son seul véritable avantage, les murs, et les défenseurs préféraient donc presque toujours rester à l'abri. La deuxième voie reposait sur un secours extérieur. Un allié pouvait ainsi arriver avec son armée pour attaquer les assiégeants ou harceler leurs lignes de ravitaillement. Résultat, l'assiégeant, pris entre la garnison et cette nouvelle menace, choisissait souvent de lever le camp plutôt que de risquer une bataille dans de mauvaises conditions. La troisième voie était de loin la plus efficace, et elle tenait en peu de mots, durer plus longtemps que l'ennemi. Les assiégés vivaient au sec, protégés au milieu de leurs réserves, tandis que l'assaillant campait dehors, exposé à la pluie, au froid, à la boue et aux maladies. Chaque jour qui passait lui coûtait une fortune et usait ses soldats, si bien qu'avec des greniers pleins, le temps travaillait entièrement pour les défenseurs. C'est de cette logique que découle une règle d'or, répétée par tous les stratèges de l'époque et reprise plus tard par Machiavel dans Le Prince. Un bon commandant de place forte doit stocker au moins une année complète de vivres avant tout siège. Dans la pratique, peu de garnisons y parvenaient vraiment, mais l'idée résume bien la nature profonde de cette guerre, où la nourriture comptait davantage que l'épée. Elle avait d'ailleurs une conséquence très concrète. Dès qu'un siège menaçait, on faisait généralement sortir du château toutes les bouches inutiles, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne pouvaient ni combattre ni servir, car chaque ration comptait. L'arme principale côté attaquant. Passons maintenant de l'autre côté des murs. Imaginez que vous soyez un seigneur décidé à prendre un château. Votre arme principale ne sera ni votre épée, ni même votre armée, mais plutôt votre capacité d'organisation, car un siège réussi est avant tout une affaire d'intendance. Avant même de vous mettre en route, une longue série de questions s'impose. La première concerne les hommes. Combien de soldats pouvez-vous réunir? Et surtout, pour combien de temps? Car au Moyen-Âge, le service militaire que les chevaliers et leurs hommes devaient à leur seigneur était limité, en général à une quarantaine de jours par an. 1 mois et demi, c'est donc très court pour un siège, et au-delà de ce délai, il fallait payer les troupes, les convaincre de rester, ou bien organiser des relèves avec des hommes frais. Il fallait ensuite penser aux spécialistes, car un siège ne se mène pas qu'avec des combattants. Des ingénieurs concevaient en effet les machines, des charpentiers les construisaient, des forgerons travaillaient le métal et des mineurs creusaient sous les murs. Sans ces hommes de métier, aucune opération sérieuse n'était envisageable. Venait ensuite la question cruciale du ravitaillement. Il fallait prévoir en effet la nourriture, l'eau, le bois, le fer et le bétail nécessaires pour faire vivre l'armée durant des semaines, parfois des mois, en les transportant avec soi, en les trouvant sur place ou en organisant leur acheminement régulier. Il fallait enfin évaluer l'ennemi, c'est-à-dire estimer ses réserves, sa capacité à tenir, mais également la probabilité que des renforts viennent le secourir. Une fois tous ces calculs faits, souvent à partir d'informations incertaines, restait la question décisive. Même si la victoire était possible, en valait-elle le prix? Dans l'immense majorité des cas, la réponse était non, et le siège n'avait tout simplement pas lieu. Le château avait alors rempli sa mission sans qu'on ait touché à ses murs. Pour mesurer l'ampleur de ces préparatifs lorsque l'opération était réellement lancée, voici un exemple concret qui vaut tous les discours. En 1224, le seigneur Hubert de Burgh prépare le siège du château de Bedford en Angleterre, et les listes de ce qu'il rassemble donnent le vertige. Du fer en grande quantité, du cuir, des carreaux d'arbalète par dizaines de milliers, près de 20 000 charges de charbon de bois, des pots,
des marteaux, des tentes et de la cire. Il commande également la construction de plusieurs machines de siège, fait former des hommes pour les servir, recrute des charpentiers, des mineurs, des chevaliers avec leur suite et prévoit jusqu'aux épices pour la table. Pour achever de saper le moral de l'adversaire, il obtient même de l'archevêque de Canterbury l'excommunication de toute la garnison si elle refuse de se rendre. Voilà ce qu'était réellement un siège, une entreprise à la fois logistique, financière et religieuse. La surprise, puis la parole. Imaginons maintenant que le siège soit décidé. La première option à envisager était l'attaque surprise, car prendre une place avant qu'elle ne se prépare changeait tout. En effet, les réserves n'étaient pas constituées, les défenses n'étaient pas organisées, et la chance pouvait s'en mêler. Un exemple célèbre est attribué à Bertrand du Guesclin durant la guerre de succession de Bretagne. Vers le milieu du XIVe siècle, le château de Fougeray est tenu par des partisans du camp adverse. Une attaque frontale promettrait d'être longue et coûteuse. Du Guesclin aurait alors choisi la ruse. Selon les chroniqueurs, plusieurs de ces hommes se présentèrent aux portes du château déguisés en paysans ou en bûcherons venus livrer du bois et des provisions. Les gardes, peu méfiants, leur auraient ouvert l'accès. Au signal convenu, les faux paysans tirèrent leurs armes dissimulées, neutralisèrent les sentinelles et s'emparèrent de l'entrée. Les compagnons du Guesclin, cachés à proximité, se précipitèrent alors dans la forteresse avant que l'alarme ne soit donnée. Le château serait ainsi tombé, presque sans combat. Qu'elle soit entièrement exacte ou partiellement embellie, cette histoire illustre parfaitement une réalité des sièges médiévaux. La ruse coûtait souvent beaucoup moins cher que l'assaut. Cependant, la plupart du temps, l'ennemi vous voyait venir de loin et la suite des événements ne ressemblait en rien à un assaut. Résultat, en arrivant devant les murs, on se contentait de pourparler. Le mot siège lui-même le dit d'ailleurs assez bien, puisque le terme vient du latin et renvoie à l'idée de s'asseoir. Assiéger, c'est donc littéralement s'installer devant une place, pas se jeter contre elle. Le premier geste consistait ainsi à envoyer un émissaire porteur d'un message simple. Rendez-vous et nous discuterons des conditions. Si la garnison refusait, on proposait alors au minimum une trêve temporaire pendant laquelle chacun s'engageait à ne pas attaquer l'autre. Ce délai arrangeait en réalité les deux camps. L'attaquant en profitait pour installer son camp tranquillement, fortifier ses positions et monter ses machines sans craindre une sortie ennemie. Tandis que le défenseur, lui, envoyait des messagers, consultait son suzerain, cherchait à savoir si des secours allaient venir et évaluait froidement ses réserves. Avec ces informations en main, chacun savait ensuite jusqu'où il pouvait négocier. Très souvent, on fixait dès ce moment les termes d'une reddition conditionnelle, dont le principe était le suivant. Les défenseurs s'engageaient à tenir jusqu'à une date précise, et si aucune armée de secours n'était arrivée à cette échéance, alors ils se rendaient selon les conditions négociées à l'avance. Si le secours arrivait avant, l'accord tombait par contre, et l'on se battait, ou plus probablement, on renégociait, car se battre coûtait très cher. Tuez vos hommes, rendez les survivants mécontents et pouvait surtout vous coûter la vie à vous-même, le tout pour un résultat toujours incertain. Mieux valait laisser les deux armées s'observer pendant que les émissaires faisaient leur travail. Un exemple célèbre illustre parfaitement ce mécanisme. En 1415, l'armée anglaise d'Henri V assiège Harfleur en Normandie et finit par ouvrir des brèches dans les murailles à force de les pilonner. Les chefs de la ville demandent alors l'arrêt des attaques et proposent un marché. Si l'armée française n'est pas venue les délivrer avant le 23 septembre, la ville se rendra sans plus résister. L'armée française ne vient pas et le 22 septembre, Harfleur ouvre ses portes. Les habitants peuvent rester s'ils jurent fidélité à Henri V. Ceux qui refusent sont par contre autorisés à partir et les chevaliers ennemis sont libérés contre promesse de rançon. Pas de massacre donc, mais un contrat en bonne et due forme. Ce système de date butoir présentait un autre avantage, plus subtil, car il protégeait l'honneur du commandant assiégé. Celui-ci pouvait affirmer ensuite avoir tenu aussi longtemps que possible et rejeter la faute sur les secours qui n'étaient pas venus. Et lorsque les Alliés connaissaient la date fixée, cela les incitait fortement à se hâter. Il faut bien comprendre que pendant toute la durée d'un siège, même au plus fort des combats, les émissaires continuaient de circuler entre les deux camps. On sondait l'adversaire, on évaluait son moral et surtout, on mesurait sa détermination à travers les conditions qu'il proposait à tel ou tel moment. Même après l'ouverture d'une brèche, même lorsque l'ennemi était sur le point d'entrer dans la place, les négociations continuaient.
Les conditions devenaient certes plus sévères pour les défenseurs, mais une capitulation difficile restait souvent préférable à un massacre. C'est d'ailleurs ainsi que l'immense majorité des sièges médiévaux se sont conclus par un accord plutôt que par un assaut final. L'histoire du château de Caerphilly. Pour saisir pleinement la logique de négociation lors des sièges, arrêtons-nous sur un cas concret. Nous sommes en 1326, au pays de Galles, devant le château de Caerphilly, l'une des forteresses les plus puissantes de Grande-Bretagne. À l'intérieur se trouvent environ 150 personnes, commandées par Sir John Felton, qui protège un trésor considérable, ainsi qu'un jeune homme de 17 ans ou 18 ans, Hugh le Despencer, fils d'un favori du roi, tombé en disgrâce. La reine Isabelle veut sa tête, alors que son seul crime, en réalité, c'est d'être le fils de son père. Dès le début du siège, les assiégeants formulent une offre généreuse, le pardon pour tous les occupants du château, sans exception, à condition de livrer le fameux Hugh. Felton refuse et ne livre ni le garçon, ni le trésor, ni la place. L'armée qui assiège Caerphilly mérite qu'on s'y attarde, car elle est étonnamment modeste. Une vingtaine de bannerets, 5 chevaliers, une vingtaine d'écuyers, environ 400 hommes à pied et quelques hommes d'armes avec leur suite. C'est très peu pour une telle forteresse, et ces hommes n'avaient strictement aucune chance de la prendre d'assaut. Mais c'était voulu. Et c'est là tout l'intérêt de l'exemple, le château étant de toute façon imprenable par la force. Mobiliser une grande armée n'aurait servi qu'à dépenser une fortune pour rien. Une petite force suffisait amplement pour la mission réelle, qui consistait à bloquer les défenseurs à l'intérieur et à attendre que la faim ou la négociation fasse son œuvre. Le siège dure 4 mois et se termine exactement comme la plupart des sièges de l'époque, c'est-à-dire par un accord. Felton négocie une reddition qui pardonne à tout le monde, comme le prévoyait la première offre. Mais il obtient mieux encore, puisque le jeune Hugh a la vie sauve. Emprisonné puis libéré quelques années plus tard, celui-ci recevra même des terres du roi Édouard III avant de mourir en 1349, probablement de la peste, comme une grande partie de l'Europe à cette époque. Voici la réalité d'un siège médiéval, une guerre des nerfs qui se jouait durant des mois, et parfois davantage autour d'une table de poker menteur que sur les remparts. La trahison, arme redoutable. Supposons maintenant que toutes les offres soient rejetées. Avant d'en venir aux armes, il restait une voie bien moins coûteuse que l'assaut, la trahison. Lorsque les émissaires officiels échouaient, on travaillait alors en sous-main pour convaincre quelqu'un à l'intérieur de la place de trahir les siens, que ce soit en ouvrant une porte pendant la nuit, en détruisant les réserves de nourriture ou bien en livrant des informations. Pour l'occupant, un traître bien placé valait mieux que 1000 soldats, et les sommes promises pour ce genre de service pouvaient être énormes tout en restant une excellente affaire au regard du prix d'un siège. L'histoire officielle offre un exemple frappant de ce que représentait la perte de vivres. Pendant le siège de Jérusalem par les Romains, au 1er siècle de notre ère, plusieurs factions juives rivales s'affrontèrent à l'intérieur même de la ville. Selon l'historien Flavius Joseph, ces luttes auraient entraîné la destruction d'une partie importante des réserves alimentaires. Les assiégés perdirent ainsi leur meilleur atout, la capacité d'attendre, et se trouvèrent contraints de combattre dans les pires conditions, ce qui se termina très mal pour eux. Il existait enfin une forme de basculement plus douce que la trahison proprement dite. Dans bien des cas, les habitants d'une ville se souciaient peu de savoir quel seigneur les gouvernait, car leur vie quotidienne n'en changeait guère. Lorsque l'assiégeant offrait des conditions favorables, il arrivait donc que la ville se rende d'elle-même, contre l'avis de son seigneur, lequel se retrouvait alors enfermé dans son donjon avec ses propres fidèles, au milieu d'une cité passée à l'ennemi. Inutile de préciser qu'il devenait soudain beaucoup plus ouvert à la discussion. Les douves, la fin d'un mythe. Avant d'en venir aux assauts, il faut s'arrêter sur un élément essentiel de la défense, les douves, et corriger d'abord l'image que vous en avez probablement en tête. Quand on pense à des douves, on imagine un large fossé rempli d'eau qui entoure le château. Cette image est presque entièrement fausse. Le fossé défensif est en réalité une invention très ancienne, dont on trouve des traces depuis l'Égypte antique jusqu'aux abords de certains villages amérindiens, en passant par d'innombrables exemples européens. Mais dans la grande majorité des cas, ces douves étaient sèches, c'est-à-dire de simples fossés creusés dans la terre sans une goutte d'eau. La raison en est très pratique. Sans source naturelle à proximité, une douve remplie d'eau stagnante se transformait rapidement en cloaque, envahie d'algues, de vases et d'insectes. Pour l'éviter, il aurait fallu régulièrement vider le fossé, le nettoyer,
puis le remplir à nouveau, un travail colossal et coûteux. Une rivière ou une source à proximité réglait une partie du problème, mais le point décisif est ailleurs. Une douve en eau ne protégeait pas tellement mieux qu'une douve sèche, et le surcoût ne valait donc presque jamais la peine. Sauf quand certains seigneurs garnissaient ces mêmes douves remplies d'eau avec des poissons, transformant ainsi le fossé en vivier privé. Résultat, pendant un siège, ça devenait une source de nourriture fraîche, disponible toute l'année. Les archéologues ont également retrouvé dans certaines douves sèches des traces de buissons épineux ou urticants, sans pouvoir établir avec certitude s'ils avaient été plantés volontairement ou s'ils résultaient d'un simple abandon du terrain. L'hypothèse d'une plantation délibérée n'a toutefois rien d'absurde, car traverser un fossé rempli de ronces pendant que pierres et flèches pleuvent d'en haut suffit à décourager n'importe quel soldat. On connaît même un cas d'animaux placés dans une douve, mais bien plus tard, et davantage pour le prestige que pour la défense, notamment au château de Český Krumlov, dans l'actuelle République tchèque. Un fossé situé entre deux cours abritait en effet des ours, une curiosité dont la première mention écrite remonte à 1707. Mais alors, à quoi servaient vraiment les douves? La véritable réponse surprend souvent, car le rôle principal n'était pas d'arrêter les soldats, elle visait avant tout à neutraliser les machines et plus encore à empêcher une technique redoutable, la sape. Creuser pour faire tomber les murs. Comment détruire une muraille de plusieurs mètres d'épaisseur? La réponse la plus simple ne venait pas du ciel, mais du sol, et ce, grâce à une technique très ancienne appelée la sape. Son principe est le suivant. Des mineurs creusent un tunnel en direction de la muraille, en étayant leur galerie avec des poutres de bois au fur et à mesure pour qu'elles ne s'effondrent pas sur eux. Une fois parvenus sous les murs, ils remplissent la galerie de bois sec, de fagots, parfois de grandes quantités de graisse animale, puis y mettent le feu avant de s'enfuir. Résultat, les flammes dévorent les étais, la galerie s'effondre et le mur privé d'appui s'écroule avec elle. À noter que la poudre à canon remplacera plus tard le feu, mais le principe restera identique. C'est donc précisément contre cette menace que l'on creusait les douves le plus profondément possible, parfois jusqu'à atteindre la roche. Un fossé profond obligeait les mineurs à descendre bien plus bas dans des conditions bien plus difficiles, et la présence d'eau ajoutait le risque de voir le tunnel inondé. Au passage, douves sèches, comme douves remplies d'eau, rendaient presque inutilisables certaines machines, à commencer par le bélier. Un exemple célèbre montre la sape à l'œuvre. En 1215, le roi Jean d'Angleterre assiège le château de Rochester avec 5 machines de siège qui bombardent les murs pendant 7 semaines sans obtenir de résultats sérieux. Là où les machines échouent, les mineurs réussissent. Leur tunnel provoque une brèche dans l'enceinte extérieure, contraignant les défenseurs à se replier dans le donjon. Puis, un second tunnel ouvre une brèche dans le donjon lui-même et les défenseurs se retranchent dans un angle du bâtiment. Arrivé à ce point, au bord de la victoire totale, le roi Jean n'ordonne pourtant pas l'assaut final. Il choisit d'attendre, laissant la faim achever le travail jusqu'à ce que les défenseurs acceptent un accord. Même dans une position écrasante, on préférait encore négocier. Une précision importante. Pour gagner en précision et limiter le travail, il fallait fort logiquement commencer le tunnel au plus près du mur, sauf que bien évidemment, cela exposait davantage les mineurs au feu adverse. Lors du siège de Carcassonne en 1209, une chronique de l'époque décrit la solution adoptée. Le haut de la muraille ayant déjà été affaibli par les machines, les ingénieurs parvinrent à grande peine à approcher du mur un chariot à 4 roues couvert de peau de bœuf, et c'est depuis cet abri collé à la muraille qu'ils commencèrent à saper. La guerre des nerfs. Un siège ne se gagnait pas seulement avec des vivres et des tunnels, il se gagnait aussi dans les têtes, et la guerre psychologique faisait partie de l'arsenal des deux camps. Pour les assiégés, la pression était permanente. Être enfermé, encerclé, sans savoir quand ni comment tout cela finirait, pesait lourdement sur les esprits. Ils disposaient en revanche d'un avantage matériel considérable, car un château ou une ville bien approvisionnée offrait un toit, des installations et la possibilité d'une vie presque normale, tant que les réserves duraient. Pour les assiégeants, c'était tout l'inverse, des mois sous la tente, dans le froid et l'humidité, avec des conditions sanitaires désastreuses. À une époque dépourvue d'hygiène moderne, un camp militaire constituait un terrain idéal pour les épidémies, et bien des armées assiégeantes ont perdu davantage d'hommes par la maladie que par les combats.
dans cette guerre des nerfs. Certains coups sont restés célèbres, et le plus beau date de 1096 au château de Pembroke, au pays de Galles. Le défenseur Gérald de Windsor se trouve dans une situation désespérée, ses réserves étant presque épuisées, au point qu'il ne lui reste guère que 4 porcs. Il fait alors jeter ces 4 porcs par-dessus les murs en direction de l'ennemi, comme pour signifier que la nourriture abonde, au point qu'on peut la gaspiller. Il écrit ensuite à ses alliés une lettre affirmant qu'il dispose de 4 mois de vivres et n'a besoin d'aucun renfort avant cette échéance. Puis s'arrange pour que cette lettre soit interceptée par l'ennemi. Le piège fonctionne à merveille. Convaincus que le château peut tenir des mois, les assiégeants calculent le coût d'une si longue attente et lèvent le camp. Si la ruse avait échoué, Gérald aurait dû se rendre en quelques jours, un véritable coup de bluff avant l'heure. D'autres méthodes étaient bien plus sombres, comme celle qui consistait à catapulter par-dessus les murs des cadavres en décomposition, parfois ceux des propres camarades des défenseurs, dans le double but de terroriser et de propager la maladie. Le cas le plus connu se déroule en 1346 en Crimée, devant la ville de Kaffa. L'armée mongole qui assiège la ville est alors frappée par une épidémie effroyable, celle que l'histoire retiendra sous le nom de peste noire, et ces hommes meurent par milliers chaque jour. Avant de renoncer au siège, les Mongols chargent leurs catapultes avec les corps de leurs propres morts et les projettent dans la ville. Un témoin de l'époque, le notaire génois Gabriel de Moussis, a laissé un récit saisissant de ces événements. Il y décrit une armée immense décimée par le mal, des montagnes de cadavres lancés par-dessus les remparts, une puanteur insoutenable et des habitants jetant les corps à la mer sans parvenir à se protéger de la contagion. Il raconte ensuite comment des marins ayant fui Kaffa par bateau gagnèrent Gênes, Venise et d'autres ports chrétiens emportant la maladie avec eux. Et c'est ainsi, selon lui, que la peste serait entrée en Europe. Une précision importante s'impose toutefois. Les historiens d'aujourd'hui considèrent que cet épisode n'a probablement pas été la cause principale de la propagation de la peste noire, les routes commerciales suffisant largement à transporter la maladie. Le récit de Moussis n'en demeure pas moins un témoignage précieux sur ce qu'était la guerre de siège dans sa version la plus terrible. L'assaut des murailles. Venons-en maintenant à l'assaut lui-même, dans l'hypothèse où toutes les négociations auraient échoué, où la trahison n'aurait rien donné et où vous disposiez des hommes, de l'argent et des machines nécessaires. Alors, comment attaquait-on réellement un château ? Débarrassons-nous d'abord de l'image véhiculée par le cinéma, celle d'une armée qui arrive et lance dès le lendemain des milliers de soldats contre les murailles sous un feu continu de machines. Dans la réalité, les choses ne se passaient presque jamais ainsi. Pour une raison profondément humaine, les hommes ne voulaient tout simplement pas mourir. Et pour cause, personne ne court volontairement vers un mur d'où pleuvent flèches, pierres et liquides bouillants. Et une armée réelle n'est pas une masse de figurants, mais un ensemble d'hommes qui calculent leurs chances de survie. La première étape, aussi étrange que cela puisse paraître, consistait pour l'attaquant à se protéger lui-même. On fortifiait le camp contre une éventuelle sortie des défenseurs, comme contre l'arrivée d'une armée de secours, et l'on verrouillait tous les passages afin d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir du château, en particulier le ravitaillement. Lorsque les hostilités reprenaient après une trêve, l'événement était parfois signalé de façon codifiée. Par exemple, au siège de Rhodes, à la fin du XVe siècle, les attaquants hissèrent un drapeau noir pour annoncer la fin de l'accord, tandis qu'ailleurs, on se contentait de tirer quelques projectiles symboliques, manière de faire savoir que la discussion était terminée. Quand l'assaut avait véritablement lieu, il obéissait à des règles de bon sens. On n'avançait jamais à découvert, mais derrière de grands boucliers appelés pavois ou à l'abri de machines roulantes. On attaquait de préférence en plusieurs points à la fois, car la garnison, presque toujours très inférieure en nombre, parfois quelques dizaines d'hommes contre plusieurs centaines, se voyait ainsi contrainte de se disperser sur toute la longueur des remparts. Et pendant que certains montaient à l'assaut, archers, arbalétriers et frondeurs arrosaient le haut des murs pour empêcher les défenseurs de viser tranquillement. Restait la question du chef. Pour motiver des hommes hésitants, il arrivait qu'un seigneur mène lui-même l'assaut. Mais la chose était rare et pour cause. En 1346, au siège de Caen, le chevalier Edmond Springhouse glissa d'une échelle d'escalade et tomba dans le fossé, où les défenseurs français lui jetèrent depuis les remparts de la paille enflammée. Il mourut ainsi brûlé vif au pied du mur et son sort résume assez bien ce qui attendait ceux qui montaient en premier.
Ah oui, et puisqu'on en est à parler des choses qu'on jetait par-dessus les murailles, profitons-en pour corriger une idée reçue tenace, l'huile bouillante. Contrairement au cinéma, elle était bien trop précieuse pour être gaspillée en masse sur les assaillants. Les défenseurs préféraient généralement utiliser de l'eau bouillante, du sable chauffé, de la chaux ou bien de simples projectiles, beaucoup moins coûteux et tout aussi efficaces. Les machines de guerre. Parlons maintenant des fameuses machines de siège, que les jeux vidéo et les films montrent volontiers par dizaines, tirant sans relâche. Ces machines ont bel et bien existé, et certaines étaient redoutables, mais la réalité était plus modeste. Elles restaient rares, lentes à construire, et surtout terriblement chères. Leur histoire commence bien avant le Moyen Âge. Pendant le siège de Syracuse, en 213 avant notre ère, le savant Archimède met son génie au service de la défense de sa ville, avec des machines qui projettent des pierres sur les assiégeants, ainsi qu'un système de grues resté célèbre sous le nom de griffe d'Archimède. Ainsi, lorsqu'un navire romain s'approchait trop près des remparts, ce bras mécanique pouvait l'agripper, le soulever, puis le faire chavirer ou le laisser retomber. L'idée de projeter des charges lourdes fut perfectionnée au fil des siècles, jusqu'à aboutir à la fin du XIIe siècle à la reine des machines de siège, le trébuchet à contrepoids, dont la première mention sûre concerne le siège d'un château proche de Crémone, en Italie, en 1199, et dont personne ne connaît l'inventeur. Son fonctionnement repose sur un long bras de levier portant à une extrémité un contrepoids de plusieurs tonnes et à l'autre une fronde contenant le projectile. Lorsqu'on libère le contrepoids, celui-ci tombe, le bras pivote et le projectile s'envole dans une grande courbe. La cadence, environ 2 tirs par heure, peut sembler dérisoire, mais le trébuchet possédait une qualité décisive, la précision. Il pouvait ainsi frapper le même point du mur encore et encore avec des pierres énormes, jusqu'à ce que la maçonnerie cède. Face à une telle arme, les murailles fines et verticales des premiers châteaux ne tenaient pas et l'architecture dut s'adapter en épaississant les murs et en repensant leur forme. Le plus célèbre de ces engins porte un nom resté dans la légende, Warwolf, c'est-à-dire le loup de guerre, que le roi Édouard Ier fit construire pour assiéger le château écossais de Stirling. Les chiffres donnent la mesure de l'entreprise, 30 chariots pour transporter les pièces détachées, 54 ouvriers, dont 5 maîtres charpentiers et 3 mois de montage sur place. La machine pouvait projeter des blocs d'environ 135 kg à plusieurs centaines de mètres avec une précision remarquable. La légende raconte que les défenseurs ayant aperçu le trébuchet demandèrent à capituler avant même le premier tir. Édouard Ier aurait alors refusé, bien décidé à voir ce que son gigantesque trébuchet était capable de faire. Warwolf abattit alors un pan entier de murailles. De tels chiffres expliquent pourquoi on ne voyait jamais des dizaines de trébuchets devant un château. Les ingénieurs capables d'en construire étaient rares, et le bois, le fer, le transport et la main-d'œuvre coûtaient des fortunes, si bien que quelques machines représentaient déjà un effort exceptionnel. D'autres engins complétaient cet arsenal. Le mangonneau, parfois appelé trébuchet à traction, était actionné par des hommes tirant sur des cordes et portait à une centaine de mètres. Mais sa précision médiocre et ses projectiles trop légers en faisaient une artillerie d'appui plutôt qu'une arme de démolition. Également la baliste, héritée des Grecs et des Romains, fonctionnait grâce à des écheveaux de cordes torsadés et tirés à plat avec une bonne précision, des traits géants ou des pierres jusqu'à une centaine de mètres. Citons également l'espringale, une sorte d'arbalète géante qui lançait de lourds carreaux. Il faut d'ailleurs noter que ces armes ne servaient pas uniquement à l'attaque. En effet, au château de Chepstow, au pays de Galles, 4 espringales étaient ainsi installées aux angles de la forteresse pour défendre les remparts, et d'ailleurs les plateformes qui les accueillaient sont encore visibles aujourd'hui. Également, n'oublions pas le bélier, dont l'image populaire, celle d'un tronc d'arbre porté à bout de bras, est trompeuse. Un véritable bélier de guerre était en fait une machine élaborée, dont le tronc souvent renforcé d'une pointe de fer était suspendu par des cordes ou bien par des chaînes à l'intérieur d'une structure en bois montée sur roue. Cette suspension permettait de le balancer avec force, sans épuiser les hommes, et la structure entière était recouverte de peaux de bêtes et de boue humide, à la fois pour protéger les servants des projectiles, mais également pour résister au feu que les défenseurs ne manqueraient pas d'envoyer. Les défenseurs justement disposaient d'ailleurs de plusieurs parades. Incendier la machine malgré ses protections, écraser sa toiture en laissant tomber des blocs énormes depuis les remparts, ou encore l'agripper avec des cordes et des crochets pour tenter de la renverser.
Le siège de Beaucaire, en 1216, en offre une illustration vivante. Le comte de Toulouse, Raymond VII, y engage un bélier long, effilé et ferré, qui perce la muraille et fait tomber des pierres de taille. Mais une chanson de geste de l'époque raconte la riposte des assiégés. Ceux-ci fabriquent en effet un lacet de cordes qu'ils projettent à l'aide d'un engin et capturent ainsi la tête du bélier à la grande fureur des attaquants. L'ingénieur chargé du siège change alors de méthode et tente de contourner l'obstacle en faisant creuser directement dans la roche au pied du mur. Les défenseurs ripostent en descendant depuis les remparts des charges incendiaires remplies de soufre et d'étoupe. Au final, la fumée épaisse, la chaleur et l'odeur insoutenable finissent par faire fuir les sapeurs. La dernière grande machine de cet arsenal était la tour de siège, aussi appelée beffroi. Une tour en bois, montée sur roues, haute de plusieurs étages et parfois, selon certains récits, d'une trentaine de mètres. Les soldats y prenaient place à l'abri des tirs et un pont-levis installé au sommet s'abattait sur le rempart ennemi pour y déverser les combattants. Les modèles les plus perfectionnés embarquaient une baliste pour tirer pendant l'approche, un bélier au niveau du sol et même des sapeurs prêts à travailler une fois la tour collée au mur, le tout couvert de peau et de boue contre le feu avec des réserves d'eau à bord. Mais déplacer une telle masse relevait de l'exploit, car il fallait un terrain plat et ferme, des douves comblées et une météo clémente, car un grand vent pouvait faire basculer l'ensemble. L'ennemi pouvait en outre riposter, comme en 1266, au siège du château de Kenilworth, en Angleterre, où un beffroi portant 200 arbalétriers fut mis hors d'usage par un seul tir bien ajusté, parti d'une machine installée dans le château. Justement, ce siège de Kenilworth mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête, car il concentre tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Le roi Henri III aligne au moins 9 machines de siège, un nombre qu'un chroniqueur de l'époque décrit comme jamais vu dans la région. Il fait également fabriquer 2000 panneaux de bois pour protéger ses soldats et apporte 60 000 carreaux d'arbalète. Le siège dure 172 jours, ce qui en fait l'un des plus longs de l'histoire d'Angleterre, et son coût est tel que le roi doit vendre des joyaux provenant du tombeau d'Édouard le Confesseur pour le financer. Et malgré tous ces moyens, l'assaut échoue. Le château ne tombe que lorsque les vivres s'épuisent à l'intérieur et les défenseurs négocient alors leur reddition. L'accord conclu, appelé Dictum de Kenilworth, pardonne aux seigneurs rebelles et leur rend leurs terres contre une amende représentant environ 5 années de revenus. Autrement dit, même le roi d'Angleterre, doté de l'arsenal le plus impressionnant de son temps, n'a pas pu prendre un château par la force et il lui a fallu attendre la fin pour signer un contrat. Le canon, la fin d'une époque. Pendant des siècles, l'avantage est donc resté aux défenseurs, jusqu'à ce qu'une invention renverse complètement ce rapport de force. Bien évidemment, il s'agit du canon. En effet, une fois mis au point, il présente des avantages écrasants sur les anciennes machines, car il est plus simple à fabriquer, moins cher, plus facile à transporter qu'un trébuchet en pièces détachées, et surtout, il tire beaucoup plus vite. Au XVe siècle, il devient ainsi le maître incontesté des sièges. Souvenez-vous du siège d'Harfleur en 1415 que j'ai évoqué au début de la vidéo, et de cette reddition négociée après l'ouverture de brèches dans les murailles. En fait, ces mêmes brèches, c'est une batterie de 12 canons qui les avait ouvertes. À la fin du même siècle, l'Espagne utilise également son artillerie pour faire tomber l'une après l'autre les forteresses maures de Grenade, des places considérées jusque-là comme pratiquement imprenables. Les architectes tentent bien de répondre en épaississant les murs et l'italien Leon Battista Alberti propose des enceintes au tracé brisé en dents de scie pour mieux dévier les boulets. Ces idées exactes ne sont pas appliquées, mais elles inspirent les fortifications en étoiles qui résisteront effectivement mieux que les vieilles murailles droites. Pour le château médiéval, il est cependant trop tard. Face au canon, il ne fait plus le poids et il cède progressivement la place à des forts d'artillerie plus bas, plus épais et conçus selon une toute autre logique. Cette évolution atteint son apogée au XVIIe siècle avec les fortifications de Vauban. Ingénieur militaire de génie au service de Louis XIV, Vauban perfectionne le système des fortifications bastionnées, apparu en Italie un siècle plus tôt. Fini les hautes murailles médiévales, faciles à briser au canon, ces places fortes sont plus basses, plus épaisses et surtout hérissées de bastions anguleux permettant de croiser les tirs sur tous les abords. Chaque ouvrage protège le voisin, chaque angle élimine les angles morts, transformant l'ensemble
en une véritable machine défensive. Pendant près de 2 siècles, ce modèle domine les champs de bataille européens et contraint les armées à inventer de nouvelles méthodes de siège. Le château fort médiéval, lui, appartient désormais au passé. Il ne quitte pourtant pas la scène. Ironie de l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, le château de Douvres sert alors aux Alliés d'abri anti-aérien, d'hôpital, mais également de centre de commandement. Et en 1945, lors de la bataille de Berlin, la citadelle de Spandau se révèle si difficile à prendre que les Soviétiques renoncent à l'assaut et préfèrent négocier la reddition de ses occupants. 7 siècles après le Moyen Âge, la vieille logique du siège fonctionne toujours. Après le siège. Reste une dernière question. Que se passait-il une fois le siège terminé? Pour le vaincu comme pour le vainqueur, les difficultés ne faisaient souvent que commencer. Du côté des défenseurs, même une victoire laissait un goût amer, car la région alentour sortait du siège pillé, vidée de ses ressources et privée de ses récoltes, que la destruction soit l'œuvre des assiégeants pendant leur séjour ou au moment de leur départ, ou celle des défenseurs eux-mêmes, qui avaient parfois tout brûlé avant le siège pour ne rien laisser à l'ennemi. Il fallait ensuite tout reconstruire. Du côté des vainqueurs, le sort des vaincus dépendait entièrement des termes de l'accord. Dans le meilleur des cas, tout le monde partait libre, tandis que les personnages importants étaient souvent gardés contre rançon, ce qui permettait de rembourser une partie des frais engagés et que les issues les plus sombres se soldaient par des exécutions. Il faut dire ici un mot de la chevalerie, car l'image du chevalier protecteur des faibles relève largement de la légende. La réalité était souvent brutale, surtout en territoire ennemi, où le vainqueur n'avait pas à craindre la colère de sa propre population, et où le pillage comme les violences contre les habitants faisaient partie de la guerre. Un chroniqueur du XIIe siècle, Ordéric Vital, raconte ainsi l'expédition d'un jeune chevalier dont les hommes détruisent les maisons d'un groupe de paysans et tuent leur bétail, avant que les malheureux ne se réfugient autour d'une croix. Le chevalier les épargne, et le chroniqueur présente ce geste comme un acte de grandeur digne d'être célébré à jamais. Ce détail en dit long. Si le simple fait de ne pas massacrer des paysans désarmés méritait une mention admirative dans les chroniques, eh bien ça laisse tout simplement entendre que ce genre de situation se produisait assez rarement. À noter qu'un autre seigneur de la même époque, un certain Galéran de Melan, était d'ailleurs connu pour couper un pied à tous les paysans qu'il croisait en terre ennemie. Un calcul aussi froid que cruel, car cela permettait en effet de priver le seigneur adverse d'un travailleur valide en lui laissant un infirme à charge. Voilà, la prochaine fois que vous verrez à l'écran une armée se jeter contre des murailles au son des trompettes, eh bien vous connaîtrez la vérité. Le véritable champ de bataille d'un siège médiéval ressemblait davantage à une table de négociation avec registre de comptes et émissaires en pleine discussion. Avant de se quitter, une dernière anecdote. Vous connaissez tous le mont Saint-Michel et sa position exceptionnelle. Un îlot rocheux entouré par des marées parmi les plus puissantes d'Europe. À marée haute, l'eau transforme le site en forteresse naturelle. À marée basse, les assaillants devaient traverser des kilomètres de grève, de sable mouvant et de vases sous le feu des défenseurs. Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais tentèrent à plusieurs reprises de s'en emparer. Ils installèrent même des bombardes et de l'artillerie sur le continent pour frapper les murailles. Malgré cela, les défenseurs résistent. L'épisode le plus célèbre survient en 1434. Une importante attaque anglaise est lancée contre les murailles. Les assaillants parviennent à approcher les murailles avec des engins de siège et de lourdes pièces d'artillerie. Mais surprise, les défenseurs contre-attaquent soudainement. Une sortie est organisée hors des murs. Les Français se jettent sur les positions anglaises, capturent plusieurs bombardes et mettent l'ennemi en déroute. 2 de ces énormes canons anglais, surnommés aujourd'hui les Michelettes, sont d'ailleurs encore visibles au mont près de l'entrée. Et ce qui rend cette histoire encore plus spectaculaire, eh bien c'est que le mont Saint-Michel n'a jamais été pris par les Anglais, malgré près de 30 ans de domination anglaise sur la Normandie. Voilà, si vous avez appris quelque chose, pensez à vous abonner, à liker ou bien à booster la vidéo. À très bientôt.